Merci Alexandre. Donc Alexandre Pro, CEO de Conto, néobanque B2B, donc pour PME, en tout cas c'est la cible principale. Exactement. On va faire un petit retour en arrière d'abord, Alexandre, puisque vous avez une histoire assez particulière. Vous avez levé donc 1,7 million, c'était en 2016, avec seulement une dizaine de slides, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bonjour à tous déjà. Mais effectivement, c'est vrai. Je pense que c'est quand même de plus en plus courant, même si ça surprend parfois. Au début, dans un secteur quand même qui demande pas mal d'argent comme la fintech, c'est difficile de se lancer si on n'a pas un peu d'argent même au début. Donc nous, il se trouve qu'on avait monté une première entreprise avec mon associé Steve qu'on a revendu en 2015-16 et donc on avait déjà un peu d'argent qu'on a investi nous-mêmes. Donc en fait, c'était pas tout le début, mais après quelques mois, on avait financé les premiers recrutements et les premiers investissements nous-mêmes. Évidemment, on a dû lever des fonds et effectivement, on a levé donc 1,7 million d'euros avec c'était peut-être 12 ou 15 slides, mais c'est vrai que c'était pas beaucoup plus. Et alors après, voilà, on avance un peu dans le temps, 2017. Là, vous avez commencé à développer votre produit, mais il n'est pas encore commercialisé. Et là, par contre, vous levez tout de suite 10 millions d'euros. Alors ça peut paraître quand même beaucoup dans le secteur. Alors c'est quoi votre secret? Vous aviez de bonnes relations avec certains VC. Vous aviez une démo qui a fait un effet waouh. Alors effectivement, on a levé 10 millions en 2017 et c'était quand on avait un début de produit mais pas encore de clients et évidemment encore moins de chiffre d'affaires. Je pense qu'on a à la fois voulu lever des fonds mais on a aussi été, j'allais dire, conseillés. Alors ils étaient un peu jugés partis en l'occurrence, mais conseillés par nos investisseurs de plutôt accélérer notre développement et donc de lever un peu plus d'argent. Il se trouve que ceux qui ont investi, donc les 10 millions d'euros, c'était déjà ceux qui avaient investi en seed. Donc c'était Alven, VC français bien connu, et Valar, qui est le fonds américain cofondé par Peter Thiel. Et eux, ils ont notamment Valar, ils ont investi dans plusieurs très gros succès fintech ces dernières années. Et ils savent, enfin en tout cas ils ont vu, que plus on pouvait investir rapidement et tôt, en général, mieux on se portait quelques années plus tard. Et donc c'est ce qu'ils nous ont conseillé ou recommandé, entre guillemets. Et voilà, évidemment, ils étaient aussi contents de pouvoir investir pour déployer plus de capital, comme on dit dans le jargon. Mais voilà, mais franchement, on était très, très contents de pouvoir faire ça avec eux. Et je pense que ça nous a effectivement euh, enlevé l'espèce de stress de se dire dans 6-9 mois il va falloir relever des fonds et du coup on a eu ces 10 millions d'euros supplémentaires assez vite et on s'est dit on va pouvoir se focaliser à fond sur le développement produit et la question était sur est-ce qu'il y avait une démo. Effectivement il y avait une démo puisque juste avant d'avoir cette term sheet donc pour 10 millions d'euros on a eu un board meeting puisque encore une fois c'était déjà nos investisseurs et on a fait une démo du premier produit et je me souviens on a fait une demande de VTC, enfin de Uber, en live pendant le board meeting pour montrer que notre plateforme, nos cartes, etc. et notre app fonctionnaient bien et que tout était bien en temps réel. Et alors, je ne sais pas si c'était la démo qui a tout fait, mais en tout cas, effectivement, on avait déjà un produit qui commençait à fonctionner. Donc ça a marché. Donc ça a marché. Et vous mentionnez effectivement Valar, qui est pas très très présent, enfin en tout cas qui n'a pas investi dans beaucoup de boîtes chez nous. Il y a aussi deux autres investisseurs pas très communs à votre capital, Tencent qui est rentré donc en janvier lors de votre levée de fonds de 104 millions d'euros. Ils sont d'ailleurs aussi rentrés chez Lydia à peu près au même moment. Alors évidemment ça a fait un peu beaucoup parler puisque voilà c'est le grand méchant chinois qui arrive au capital d'une fintech. Est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est quoi, c'est un mauvais procès d'intention qu'on leur fait? Moi, je pense que c'est une super nouvelle. Enfin, globalement, là, je vais essayer d'être objectif, mais je pense que c'est une super nouvelle que des investisseurs internationaux, qui soient américains, chinois, anglais, enfin, quel que soit le pays, mais l'origine, investissent en France. Il y a quelques années, on déplorait le fait qu'il n'y avait pas assez d'argent en France, que pour les seed, série A, il y avait des investisseurs, mais pas après, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que
On peut tous constater qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui n'étaient pas en France qui le sont maintenant, et c'est sûrement une super nouvelle. Pour ce qui est des investisseurs chinois, de Tencent en l'occurrence, nous c'est des investisseurs financiers qui ont une petite partie du capital, et on est très content de les avoir parce qu'ils ont à la fois pas mal d'argent sous le pied, donc pour nos prochaines levées de fonds, ils seront, j'espère, là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont investi dans pas mal de très gros succès tech ou fintech dans le monde entier. Par exemple, Nubank, qui est la première néobanque brésilienne, N26 qu'on ne présente plus, et donc voilà, et ces sociétés se sont très très bien développées, et ils ont aussi du coup un œil global sur cette industrie. Et voilà, et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de problème avec Tencent. Voilà, donc nous, on est très contents de les avoir au capital. Oui, puis ils restent minoritaires, ils vous disent pas. Oui, ils sont très très minoritaires. C'est comme voilà, c'est comme n'importe quel investisseur. Il investit, il espère que la boîte va se développer. De temps en temps, il appelle éventuellement pour avoir des nouvelles, entre guillemets. Mais voilà, il y a eu un peu dans la presse des questions sur les données, les je sais pas quoi. Enfin, les investisseurs, ils ont pas accès aux données, qu'ils soient chinois, français ou américains, quoi. Et comment vous les avez trouvés? Comment ils vous ont trouvé, en fait? Parce qu'ils ont pas vraiment de bureau à Paris. Non, effectivement, on s'est trouvés mutuellement, ça a été un coup de foudre. Non, on s'est rencontrés à Money 2020, grande conférence FinTech à Amsterdam, il y a, je crois, en 2018, donc il y a 2 ans, à peu près 1 an avant qu'ils investissent. Et comme souvent, c'était un peu coffee chat très informel. Et puis 3 ou 6 mois plus tard, on s'est retenu au courant. Et puis je leur ai dit, on va pas lever des fonds maintenant, mais l'année prochaine. Et puis voilà, on s'est tenu au courant comme ça. Et quand on a fait notre série C, quand on a lancé notre série C, il y a à peu près exactement 1 an. Il y a exactement 1 an. Ils s'étaient intéressés, et donc ça s'est finalement fait avec eux. Et l'autre investisseur aussi qui détonne, on va dire, dans le secteur, c'est la BEI, donc la Banque européenne d'investissement. Pareil, un petit peu, comment est-ce que ça s'est passé, et en fait, dans quelle boîte ils investissent, puisqu'on les voit quand même très peu chez nous. Alors, effectivement, je pense qu'ils investissent rarement. Enfin, ils investissent rarement en direct, mais ils investissent quand même pas mal par leur fonds, le Fonds européen d'investissement, le FEI. Et donc, je pense que nous, dans notre positionnement SME banking in Europe, c'est exactement ce que eux veulent faire. Je crois que j'ai plus en tête tout d'un coup l'exact devise ou l'exact slogan de la BEI, mais c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat et les entreprises en Europe, ou un truc comme ça. Et du coup, c'était exactement dans leur mission, dans leur mandat. Et je pense à un moment où ils voulaient commencer aussi à investir un peu en direct. Donc ça s'est fait un peu par hasard, via nos actionnaires historiques, qui avaient des contacts avec eux parce qu'ils étaient déjà LPs, enfin limite partenaires dans ces fonds-là, et ils se sont dit qu'ils voulaient investir en direct, et donc ça s'est fait. Mais je pense que ça s'est fait. C'était plus one shot entre guillemets, et typiquement là ils ont pas réinvesti ensuite. C'était plus une fois un investissement comme ça dans le secteur. Et pour être très honnête, on n'a pas de contact direct ou très proche avec eux. Dans toute la liste qu'on a un petit peu évoquée au cours de cet entretien, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux, étrangers. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, c'est un peu impossible à votre niveau, on va dire, de trouver des investisseurs français, ou c'est de toute façon, vous avez aussi des ambitions européennes, donc de toute façon, il faut des VC internationaux? Non, je pense qu'il y en a, et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'investisseurs français growth, et c'est super. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'obliger à lever des fonds avec eux. Enfin, je vais peut-être me faire taper sur les doigts après, mais je pense qu'il faut, il faut voir les différentes options, échanger avec différentes personnes, et voir quel est le meilleur fit, à la fois humain, évidemment, sur les conditions financières, sur la gouvernance. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Je pense que ce qui a été vraiment important dans notre cas, c'est que on voulait pouvoir s'entourer de gens qui ont déjà accompagné beaucoup d'entreprises qui sont devenues des leaders dans leur secteur. Et donc, si on prend un critère purement financier,
les investisseurs qui ont investi chez nous pendant les derniers rounds, ils ont déjà investi dans de très nombreuses boîtes qui étaient petites et qui sont devenues des licornes. Et donc, en fait, l'objectif de devenir une licorne, eux, entre guillemets, ils font ça tous les jours, quoi. Et donc, c'est évidemment assez rassurant et intéressant de savoir que ce soit pour échanger avec d'autres sociétés de leur portefeuille ou avoir un peu les réflexes ou les points importants d'après eux pour pouvoir arriver à ce niveau de maturité, de croissance et de développement, c'est évidemment assez intéressant pour nous. Donc ce n'était pas tellement le fait qu'ils soient français ou pas français, c'est plutôt le fait qu'ils aient déjà accompagné pas mal de boîtes sur une trajectoire de très forte croissance. Et une dernière petite question que je vais poser à tous les intervenants qui vont venir sur scène, c'est en référence à FinTech Révolution qui fête son 5e anniversaire. Donc une question à choix multiple. Dans 5 ans, du coup, vous ferez une autre levée de fonds à 9 chiffres, vous allez vendre ou vous serez rentable? C'est sûr que d'ici 5 ans, on va faire une autre levée de fonds et c'est sûr qu'elle sera à 9 chiffres, puisque la dernière, elle était déjà à 9 chiffres. Je pense qu'on a envie de se développer le plus possible nous-mêmes. On voit qu'on a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on a fait cette belle levée de fonds l'année dernière et qu'on va en refaire une, je suppose, d'ici 18-24 mois. Donc non, on a envie d'aller le plus loin possible de manière indépendante. On a une super équipe de 270 personnes qui est très passionnée et dédiée à ce qu'elle fait. Et je pense qu'on a encore plein de choses à faire tout seul. Mais bon, comme il y a 5 ans, on n'existait pas, c'est assez difficile d'imaginer là où on sera dans 5 ans. Écoutez, merci beaucoup Alexandre pour votre témoignage. Merci à toi.